Bonsoir Laetitia. Je suis ravie de vous rencontrer, même dans ces conditions en direct. Moi aussi, ravie. Voilà, pour que vous Prenons nous parliez. d'ailleurs comme système. Ouais. Oui, et très belle initiative, hein, super. Je remercie Magnifique. encore Ah, Frédéric et Frédéric Nathalie. Leboeuf et Nathalie Couder. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc vous avez sorti au mois de janvier Le Réveil des sorcières, donc, qui est paru chez Albin Michel. Mhm. Moi, je l'ai dévoré, votre roman. J'ai adoré me promener dans les forêts de Brocéliande et j'ai beaucoup apprécié ce côté mystique, femme, roman polar, où vous nous parlez des guérisseuses, des sorcières et où vous mêlez une énigme policière entre ces femmes qui vont essayer de résoudre l'énigme de la mort de Diane, l'héroïne de votre roman, enfin l'héroïne, voilà. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous a amené à écrire ce roman. Alors, un intérêt très ancien pour les sorcières, l'envie d'écrire pour la première fois sur ma région, c'est-à-dire que je suis là en ce moment même, je vous parle depuis Brocéliande, Ah, et super. l'envie d'utiliser ce cadre qui m'est familier, ce que je fais rarement. Et surtout l'envie aussi au départ d'écrire un nouveau polar. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un polar précédemment et j'avais envie de continuer avec les personnages précédents. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est que Oui, j'ai écrit une première version, un peu polar, et au fur et à mesure, j'ai complètement changé l'histoire, j'ai retiré les personnages précédents et j'ai fini par rentrer moi-même dans l'histoire parce qu'elle me touchait de près. Parce qu'à vrai dire, quand j'ai terminé la version polar, une des personnes, enfin une personne très proche de moi, est morte quasiment dans les mêmes conditions que celles que j'avais décrites dans le polar. Et ça m'a inspiré un tout autre livre qui est celui-là, sur est-ce que l'écrivain a cette responsabilité de créer une situation ou est-ce qu'il ne fait que happer quelque chose qui est dans l'air et de voir un tout petit peu en avance ce qui va se passer. d'accord. Donc, en fait, vous êtes parti d'une envie, d'une idée, et puis vous avez dévié un petit peu votre trajectoire. Combien de temps il faut à peu près pour écrire un roman comme le vôtre? Alors, le premier, je dirais, il faut un an à peu près pour moi pour écrire un roman. Et là, il m'a fallu 3 ans parce que j'ai fait 3 versions différentes. J'ai d'abord donc fait cette version polar, puis une autre version et que j'ai encore reprise et réétoffée. Donc ce roman-là a été un des plus difficiles romans que j'ai écrit. Pourtant, quand on le lit, on se rend pas compte, on se dit oui, bon bah ça coule de source, c'est fluide. C'est ça, Mais en c'est fait, trois ans. d'accord. Donc là, c'est votre 20e roman. Oui, à peu près. Oui. Qu'est-ce qui a changé, Stéphanie, entre votre premier roman et ce 20e roman? Quelle évolution dans votre manière d'écrire? Voilà, vous vous attachez à un style en particulier ou au contraire, vous variez les plaisirs? Alors, je dirais que j'ai tendance à varier les plaisirs et à vrai dire, si vous m'aviez posé la question il y a 3 ou 4 romans, il y avait eu une grande évolution entre le premier et disons la mémoire du monde. C'est D'accord. que le tout premier roman, je l'ai écrit, bon, j'avais réfléchi pendant des années, j'écrivais des premiers chapitres qui marchaient jamais. Et puis à un moment donné, quand il a fini par sortir, il s'est écrit assez rapidement, sans plan et il a été assez fluide. Et je dirais mes 3, 4 premiers romans, je les ai écrits sans plan et de manière assez linéaire, c'est-à-dire comme on lit. Mon grand plaisir de lectrice, c'est je commence au début et chaque soir je continue. Ben, j'écrivais de cette manière-là. Et puis après j'ai écrit un livre qui m'a demandé un plan parce que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis un autre qui m'a demandé, j'ai écrit des nouvelles par exemple, et des nouvelles qui se rejoignaient les unes avec les autres. Donc c'était une autre sorte de construction. Et puis voilà, après j'ai varié, on va dire, les manières de faire, jusqu'à La Mémoire du Monde, qui était un livre extrêmement long et qui m'a demandé bon, des années et des années d'écriture, mais aussi de lecture et aussi de précision dans les dates, puisque je suivais 3500 ans d'histoire. Oui. Donc, en fait, je ne pouvais pas me tromper dans les dates. Donc, j'étais obligée à chaque partie de me refaire un récapitulatif des dates exactes.
Donc là, c'était devenu très travaillé. Et puis, il y a 2, 3 romans, j'ai repris ma spontanéité du début. Donc, d'une certaine manière, quand j'ai écrit la première version du Réveil des sorcières, qui ne s'appelait pas le Réveil des sorcières, ça s'appelait à l'époque Stabat Mater, c'est-à-dire ce D'accord. sabbat qui est transmis de mère en fille. Et ben, j'avais repris cette manière d'écrire qui était fluide, rapide, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Donc, j'ai encore retravaillé, retravaillé, retravaillé. Mais chaque roman est différent, à vrai dire. Et quand vous dites ça n'a pas fonctionné, est-ce que justement, vous faites lire par d'autres, enfin, votre éditeur ou votre éditrice, bien sûr, mais à des gens proches de vous Je fais lire à 1 ou 2 personnes proches de moi et à mon éditrice qui Mhm. est aussi proche de moi. Et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et c'est devenu presque une amie. Enfin, donc, D'accord. son avis m'importe beaucoup et je dirais c'est presque son avis de personne bienveillante avant d'être son avis d'éditrice. D'accord. Et j'aime qu'elle soit une de mes lectrices premières, en fait. Oui, oui, normal. Donc, on remarque que les sorcières occupent une place de choix dans plusieurs de vos romans. Euh, Pourquoi cet intérêt pour ces femmes? Je crois que je suis absolument fascinée par plusieurs aspects de la sorcière. D'abord, elles appartiennent à l'histoire. Et Oui. c'est vrai que je n'aurais pas pu écrire La mémoire du monde, par exemple, sans m'intéresser de manière importante à l'histoire des sorcières. Et parce que ça rejoint aussi l'histoire des femmes. Bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le soin de l'autre, c'est la guérisseuse, c'est la connaissance de la nature, la connaissance des plantes. Cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Si je devais reprendre des études, j'adorerais reprendre des études de naturopathie, de phytothérapie. Je trouve que voilà, ça m'intéresse énormément. Et puis, il y a un dernier aspect dont je n'avais pas pensé qu'il pouvait m'intéresser beaucoup, mais in fine, après écriture de 3 versions de ce roman, ce qu'il me reste, c'est tout l'aspect médiumnique. D'accord. Et cette interrogation, alors je pense que c'est une interrogation que je trimballe depuis beaucoup de romans, parce que c'était finalement aussi la question du sens de la mémoire du monde, mais ce monde invisible dont on nous dit qu'il existe peut-être, dont Mhm. nous avons parfois une certaine perception, mais finalement assez ténue, donc ce mystère-là, je dirais que c'est ce que j'ai toujours essayé de percer en écrivant. Merci. Je trouve que le terme sorcière est un peu employé à des fins un peu péjoratives. Enfin, est-ce que vous appelez vous des sorcières, des guérisseuses? Est-ce que, euh, est-ce que finalement, ce ne sont pas juste des femmes avec un don ou un pouvoir? Enfin, voilà, je m'interrogeais sur ce terme. Je trouvais que quelquefois on utilisait un peu le terme sorcière péjorativement, alors que finalement, voilà, Il est c'est. historiquement péjoratif. Oui. Il l'est. Mm. Après, si on reprend l'étymologie, c'est celui qui est dans les sorts, mais pas les sorts, jeter des sorts au départ, hein. Oui. Le sort Mhm. qui est lire l'avenir, c'est ça au départ, la vision. C'est quelqu'un qui est visionnaire, la sorcière. Et puis Oui. après, c'est devenu la jeteuse de sorts, c'est devenu très péjoratif. Et Diane, par exemple, qui est donc le personnage qui disparaît au début du roman, elle est guérisseuse, elle est profondément humaine, elle est intéressée par les autres, elle a des dons, mais qu'elle utilise assez peu à des fins de magie, mais ça n'empêche pas les autres, derrière son dos, de l'appeler la sorcière. De l'appeler la sorcière. Et donc, enfin, vous intervenez dans ce roman. Est-ce que vous intervenez en tant que Stéphanie Janicot ou plus comme une bonne fée finalement, parce que vous accompagnez ces 2 jeunes femmes qui sont Sohan et Viviane à la recherche de ce qui a pu se passer finalement pour leur maman. Est-ce un accident? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'on l'a tué finalement? Est-ce que voilà, moi je vous voyais comme un personnage de bonne fée, mais je ne savais pas si c'était vous vraiment en tant qu'auteur, en tant que Stéphanie, ou si c'était un personnage à part que vous aviez créé. Je pense que c'est les deux. C'est Oui. les deux parce que je dote ce personnage de narratrice qui est une romancière
beaucoup de mes caractéristiques, et notamment le fait qu'elle vive dans ma maison. C'est déjà C'est pas déjà mal. Bon, elle n'a pas de nom, donc on ne lui donne pas mon nom. c'est ça. Mais elle exprime vis-à-vis de l'orpheline, vis-à-vis de Soane qui a 13 ans. Et donc sa maman disparaît dans un accident de voiture en début de roman. Accident de voiture, bon, en général, c'est plutôt accidentel, comme son nom l'indique. Oui. Mais la petite est convaincue que sa mère a été assassinée et que le coupable a agi par sorcellerie. Donc c'est ça qu'elle demande à la narratrice d'élucider avec elle. Tout à fait. Et alors c'est moi et pas moi, parce que moi j'ai jamais vécu une histoire comme celle-là. C'est un roman pur et simple. En revanche, je donne beaucoup de mes caractéristiques à cette romancière, et je donne beaucoup de mes caractéristiques à la petite Soane, qui a 13 ans. Et d'ailleurs, la romancière ne cesse de remarquer que son amie Diane a donné à Soane 2 de ses prénoms, c'est-à-dire Anne et Sophie. Anne-Sophie, Anne-So, Soane. Voilà, et c'est évidemment 2 de mes prénoms. Elle est née le même jour que moi, etc., etc. Et effectivement, j'ai mis dans son enfance beaucoup de caractéristiques de mon enfance. D'accord. Cet isolement que nous pouvons ressentir quand nous vivons avec pas de voisins, pas d'enfants autour de nous. Ça, j'ai mis beaucoup d'éléments de mon enfance. Oui, puis cette culpabilité qu'elle a de penser que peut-être, parce que quelquefois elle a souhaité la mort de sa maman, comme tout ado qui se respecte, a pu un jour le penser, l'imaginer, et on sent la souffrance de cet enfant. Et je trouve que vous traitez vraiment ce personnage d'une manière, et effectivement, on se dit, oui, il y a du vécu, on sent vraiment cette part de vous en elle. Voilà. Alors, j'adore les personnages d'enfants dans la littérature en général. Et j'aime aussi beaucoup les écrivains. Certains de mes écrivains préférés sont des écrivains qui savent très, très bien mettre en scène les enfants. Vous en parlez très bien. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses, notamment sur Charles Perrault, sur la sorcière, dont vous parlez aussi dans le livre. Voilà, j'ai adoré pour votre roman, vraiment. Merci. Justement, Diane, donc c'est cette femme qui va mourir dans l'accident de voiture au tout début du roman. Elle est descendante d'une longue lignée de sorcières. A-t-elle existé, cette Diane, pour vous? Pas en tant que telle. La Diane que je décris n'a pas existé. L'ami proche a existé et a disparu. Et ce lien un peu, on va dire, au mysticisme, à des phénomènes, par exemple se tirer les tarots, des choses comme ça, oui, j'ai partagé ça avec des amis. Vous côtoyez, vous, des sorcières? Pas comme telle, pas que je sache en tout cas. Elles se sont révélées à vous. Dans votre livre, vous écrivez: ce que j'ai découvert en revanche avec effroi au fil des livres, c'est que certaines scènes que j'avais vues et écrites se sont ensuite déroulées dans la réalité. Vous croyez, vous, au phénomène donc surnaturel, finalement? Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène surnaturel. Ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois. Et si je disais effroi, c'est qu'en général, les scènes qui se réalisent dans la réalité sont des scènes les plus terribles qu'on peut écrire dans nos livres. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je pense, et ça j'en avais discuté avec une amie qui est chamane, qui écrit aussi, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Corinne Sombrin, et qui me disait à quel point dans les trans, on a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès d'habitude. C'est-à-dire, mettons qu'on soit entouré par 1000 informations, notre cerveau conscient en va en avoir 10. Si on est en transe, on peut avoir accès à 100. Et ben, je dirais que l'écrivain, quand il est dans un état de concentration très fort, va pouvoir avoir accès, mettons, à 50. C'est-à-dire, il élargit son domaine de perception. Et je pense que c'est ça, en fait, que nous constatons a posteriori, c'est que la concentration et l'histoire dans laquelle nous sommes rentrés corps et âme, parce que quand on écrit un roman, on se met tellement à la place des personnages, que finalement, on voit des choses et que ces choses, un peu comme un médium, mais pas en même temps comme un médium, parce que moi, je serais incapable de vous dire ce qui va vous arriver à vous, par exemple. Dommage.
Et donc, vous pensez que tout ne doit pas être rationalisé finalement. Il y a aussi des énigmes, des choses que l'on ne peut pas résoudre finalement. Et De toute façon, même si je voulais rationaliser, oui, euh, de toute façon, des choses restent profondément mystérieuses. Alors après, de roman en roman, je peux tenter de les approcher, tenter des explications, mais j'irai jamais dans je dirais, le surnaturel total. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, comme romancière, de donner des explications dont je ne serais pas sûre. Donc je oui. peux y mettre des doutes, émettre des hypothèses, des pistes, mais je n'assènerai pas des vérités dont je ne serais pas certaine. Dans votre roman, à un moment, vous parlez d'un livre que vous avez découvert chez Gibert, je crois, qui, euh, qui donnerait, en fait, en fonction de la date de naissance, le don qui nous est attribué. Moi, je me Oui, demandais si ce livre existait vraiment, parce que ça oui, m'intéresse oui, énormément. oui, absolument. Oui, Euh, je l'ai consulté parce que le don de naissance, c'est une chose oui, qui est, enfin, on va dire, avérée. C'est-à-dire que ma mère avait une amie qui, parce qu'elle était née le 1er novembre, faisait passer les zonas. Et maintenant, d'accord. d'ailleurs, elle s'est installée comme guérisseuse et elle fait passer un certain nombre de choses. Et quand elle a découvert son don de naissance, elle a dit à ma mère, bah, vous direz à Stéphanie que parce qu'elle est née le 28 août, elle doit pouvoir faire passer le feu. D'accord. Donc, ma mère me transmet ça. Je le raconte exactement comme ça. Et donc, pendant quelques années, je fais passer le feu. C'est-à-dire que quelqu'un se brûle. Alors, j'ai jamais essayé sur des grands brûlés, hein, mais en Oui. général, voilà, on se brûle à côté de moi, Stéphanie, voilà. Et donc, je fais passer le feu. Et globalement, les gens se sont dit toujours très satisfaits de la manière dont j'avais fait passer le feu. Et je découvre ce livre sur les dons de naissance. Donc, évidemment, je vais tout de suite au 28 août. Et Et au oui. 28 août, je découvre quoi? Que les natifs du 28 août font passer les verrues. Donc, pas le feu. Loupé. Donc, j'ai jamais tenté la verrue parce que Oui, c'est moins sympa. je ne connais pas autour de moi. Mais, et là, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui était à l'œuvre quand je faisais passer le feu. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que je croyais que je faisais passer le feu que ça marchait? Est-ce que c'est parce que l'autre croyait que je faisais passer le feu que ça marchait? Oui, c'est ça. Je ne le saurais jamais. Et oui. Et donc, ce livre existe vraiment. Oui, Vous me donnerez un petit, un petit conseil après, parce que j'aimerais alors, vraiment. je l'ai pas acheté, hein. En fait, je l'ai regardé parce que, et puis j'ai été dégoûtée parce que quand j'ai vu quand même que le 28 août, je faisais pas passer le feu, Mais les voilà. verrues, oui. Mais il existe vraiment, ouais. D'accord. Bon, bah, je vais me renseigner, j'irai voir. Je vous dirai si je le retrouve, on ne sait jamais. Mais Euh, regardez sur Internet, peut-être que vous trouverez à votre date de naissance quel est le don de naissance associé. oui, c'est vrai. Je suis sûre que j'en ai un, hein, finalement. Voilà, sûrement. Euh, vous écrivez aussi que lorsqu'un roman se met en place dans votre tête, vous croyez qu'il vous apportera des réponses à vos questions. Oui. Ce roman-là que vous avez écrit, ce dernier roman, vous a-t-il permis d'y arriver? Avez-vous obtenu des réponses à certaines de vos questions, interrogations? La deuxième partie de ma phrase, c'est je crois toujours qu'il va apporter des réponses à mes questions, mais à la fin du roman, je me rends compte qu'il n'a fait que préciser les questions ou apporter de nouvelles questions. C'est vrai. Euh, je dirais que ce roman qui m'interrogeait sur les pratiques sorcières, sur les sorts, est-ce qu'on pouvait être victime de mauvais sorts ou est-ce qu'on pouvait changer le destin, finalement, cette question-là, je l'ai laissée de côté, elle ne m'a plus intéressée. Et en revanche, ce que m'a apporté vraiment très nettement ce roman, c'est la question sur le lien avec les esprits. Est-ce qu'on peut avoir un lien avec les esprits? Et il se trouve que avant la publication de ce roman et juste après que j'ai terminé, ma mère est décédée, ce qui était imprévisible. Donc c'est pas un roman que j'ai pu écrire en me disant je vais perdre ma mère. Donc c'était imprévisible. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant les épreuves euh, que beaucoup de choses qui m'assaillaient après la mort de ma mère, j'y avais répondu en écrivant ce roman. Oui, parce que vous faites référence à la mort, à la disparition de gens qui nous sont proches. Vous avez des mots terriblement apaisants. Et voilà, et du coup, je me disais que forcément, vous aviez dû passer par une épreuve compliquée. Mais au final, vous l'avez écrit à vous
que… Alors, il y a eu des épreuves compliquées avant, il y a eu ça, mais effectivement, l'épreuve qui est racontée dans ce roman, qui est cette petite fille qui perd sa mère, bah, moi, je l'ai vécue juste après avoir écrit le livre. Et je me suis rendu compte que ce livre m'apportait finalement des réponses Oui. dans cette situation de deuil. Et on sent aussi que le poids de la transmission, la place de ces femmes, en fait, on a Viviane, la grande sœur, qui, elle, passe un peu à côté de tout ça. On la sent un peu à part des talents de sa maman de guérisseuse et Swann qui est pleinement investie. Et c'est vrai que le poids de de cette sorcellerie, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, on sent que c'est très prégnant quand même, mais pas autant chez l'une que chez l'autre. La petite prend vraiment à cœur de continuer. Elle s'intéresse aux plantes. La On petite a s- des dons, la petite a des dons réels, Oui, voilà. donc qu'elle va exploiter. Quand elle est née, finalement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, cette Viviane, parce que sa mère lui donne un prénom de Oui, magicienne. c'est Et ça. Mm. finalement, elle a les pieds sur terre, elle a du vrai bon sens. Et elle est fiancée à un garçon qui est jardinier, qui travaille la terre et qui a un vrai bon sens. Et ce couple-là, au fur et à mesure que j'écrivais, m'a énormément plu et énormément touchée finalement. Parce que Oui. je trouve qu'ils ont des réflexions saines sur le monde et une belle vision des choses. Oui, c'est vrai. On s'y attache en tout cas. Ce couple et Sohan en particulier, et Diane aussi qui revient, qui est présente dans tout le roman. On referme le roman et on sent encore leur présence et toutes ces interrogations qui continuent à perdurer tout le… Enfin voilà, c'est vraiment un cheminement, ce roman magnifique. Merci beaucoup. Vous mêlez une intrigue digne d'un polar dans ce roman. Est-ce que ce genre de littérature va vous séduire pour vos prochains romans? En fait, j'adore lire des polars, hein. Oui. Mais je me suis rendu compte en ratant ma première version, enfin vraiment, je crois, je Oui, ne, suis, je ne suis pas véritablement une auteure de polar. Ça d'accord. demande trop de codes, trop de contraintes pour finalement. Je pourrais emprunter, et d'ailleurs je continuerai, je pense, à emprunter au polar. Moi, j'ai toujours adoré, dans tous mes livres d'ailleurs, le coup de Oui. théâtre final. J'aime ça. Euh, j'ai ce souvenir de mes lectures d'Agatha Christie où le renversement est tel à la fin qu'on va rechercher au fil du livre qu'est-ce qui a pu Oui, ce qui conduire a à cette pu. fois. Et ça, j'adore le faire, même sur des romans qui ne sont pas du tout des polars. C'est-à-dire que amener des choses, on fait croire à certaines choses, mais quand même, on sème des petits cailloux pour montrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que peut-être il y a autre chose à voir. Ça, j'aime bien, et, toujours. Et ça, je pense que c'est un emprunt au polar que je Oui. conserverai toujours. Du coup, avez-vous profité de cette période de confinement pour vous mettre à l'écriture de votre prochain roman? Alors, j'avais en grande partie écrit mon prochain roman avant, et heureusement, parce que j'ai eu bien du mal, et j'ai bien du mal à écrire en période de confinement. Oui, Et j'ai commencé à réécrire dès lors que nous avons été déconfinés. d'accord. Donc, vous Nous avez avons- repris votre livre, celui que vous aviez écrit, et vous l'avez peaufiné, vous l'avez changé en fonction de ce confinement et… Ah, je sais pas si, je crois, non, je l'ai pas changé en fonction du confinement. Oui. Je suis restée sur une inspiration précédente. Et d'ailleurs, il me semble, dans mon cas, que la vie réelle m'inspire, mais souvent avec beaucoup de retard. Donc, voilà, un prochain roman sur le confinement d'ici deux Alors, trois ans. d'ici 4-5 ans, oui, peut-être. Mais je crois Ah, pas, parce que je pense que ça va fleurir, hein. Voilà, je pense que dans l'année ou les 2 ans qui viennent, le ah oui, confinement. Et oui, puis, oui. tous mes premiers romans sont des romans de huis clos. Donc, D'accord. c'est beaucoup de confinement. Le premier se passe dans un grenier, le deuxième dans un bateau, le troisième dans un harem. Enfin, donc, c'est le confinement, je pense que j'ai déjà Vous beaucoup, avez beaucoup. déjà. Ouais. Et du coup, vous mêlez toujours votre carrière de journaliste et d'auteur en même temps? Vous arrivez à Oui, mêler les deux oui. C'est pour ça que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de travail pendant les 2 mois de confinement.
par ailleurs. D'accord. Oui, mais vous êtes resté en Bretagne. Oui, Oui, parce qu'on se rend compte qu'on peut très très bien télétravailler. oui, au final, c'est vrai. Oui, ouais. Donc, Non, je non, vois non, Nathalie. non, vas-y, vas-y, je te laisse. Je suis arrivée un peu en avance, mais vas-y. Moi, je voulais savoir quel livre vous lisiez en ce moment, puisque vous avez réussi peut-être à reprendre la lecture même pendant le confinement, même si beaucoup d'entre nous n'ont pas réussi à lire pendant cette période. Alors, j'ai beaucoup lu parce que dans mes fonctions, j'ai celle de faire des sélections de livres Oui. pour La Croix et pour Notre Temps. Mhm. Donc, j'ai à la fois lu des livres pour l'été, Oui. notamment les papiers pour La Croix, Oui. et j'ai commencé à me pencher sur la rentrée La littéraire. rentrée littéraire. On est Ah, tous pareils. Voilà, beau Je devais programme. remontrer le livre, voilà. Stéphanie. Je ne sais pas si on le voit bien là. Hop. Ça, c'est Et le mon livre. petit mot de la fin, moi, j'aimerais que vous me disiez, toujours confondu, quelle est votre sorcière préférée? Ma sorcière préférée. Oui. Ça peut Ah, être la sorcière dans Blanche-Neige, ça peut être ma sorcière bien-aimée. J'allais dire ma sorcière bien. Euh, non, j'ai pas de personnage de sorcière qui me viennent comme Qui vous- ça. Oui. Pas, ou alors, je pense évidemment à la fée Carabosse parce que c'est celle qui est proche de chez moi. C'est Ben oui, c'est le rocher de Guéméné Penfao qui a inspiré Charles Perrault. oui. Non, j'ai pas un personnage. Alors si, ou si quand même, parce que j'ai été jadis critique de livres pour enfants et j'ai lu les Cornemuse. premiers Harry Potter et Hein? j'avais beaucoup aimé le personnage d'Hermione. Hermione. Voilà. D'ailleurs, Donc je dirais que Hermione C'est est peut-être ma magnifique. sorcière préférée. je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce débat-là, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi c'était Harry Potter qui avait pris le titre et pas Hermione, alors que Hermione était un personnage très important de la saga. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était intéressant comme Alors, question. j'ai une réponse à ça. Je travaille très longtemps dans la presse enfant. Il y a une réponse très simple. C'est qu'une fille peut s'identifier à un garçon et à une fille, et un garçon ne peut Mm. s'identifier qu'à un garçon. Il n'a pas dans sa culture de pouvoir s'identifier à une fille. Bon, c'était le cas il y a 20 ans quand je travaillais dans la presse jeunesse. Mais je pense qu'il était beaucoup plus porteur d'accès sur Harry Potter, parce que sa fille et garçon vont adorer, que Hermione, où seules les filles pourraient s'identifier. C'est vrai, Ouais, totalement. pas faux. Oui. Bon, ben voilà, on a notre réponse. Merci J'ai une Stéphanie. question, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez un chat, Stéphanie? Alors, j'ai toujours des chats. Je n'ai Ah, plus de chats qui m'appartiennent particulièrement, mais quand je suis arrivée ici en Bretagne pour le confinement, un chat qui me rend visite à chaque fois que je viens, je ne sais pas d'où il sort, s'est attaché à la maison et du coup, je l'ai nommé, en fait, parce qu'elle n'avait pas de nom. Et depuis 2 mois et demi, je l'ai appelé Micha parce que je me suis dit que ce serait un chat à mi-temps. Oh. j'ai l'impression quand Et, même que... Ouais. et, et Micha a complètement adopté le foyer et je crains qu'elle ne soit très malheureuse à la fin quand je partirai. Mais il faut la reprendre avec Ben oui. Alors, c'est pas un chat pour Paris. C'est vraiment un vous. chat qui a des grands ongles, des grandes griffes, des grandes dents. C'est Ouais. une C'est un chat chasseuse, breton. c'est un chat ferme, c'est un chat breton. Ou un chat de sorcière. Parce que j'ai remarqué que les écrivains, ils ont soit un chat et les sorcières aussi. Donc il y a quand même une petite Alors, il y a une relation. explication sur les écrivains, Ouais. euh, qui n'est pas juste l'écrivain a un métier calme, etc. C'est que, en fait, les chats sentent ce dont on parlait tout à l'heure, Ouais. qui est cette concentration de la personne en train de créer. C'est pas que de l'écriture, hein, ça pourrait être autre chose. Mais, et ça a un nom, ça s'appelle le flow, Flow. Et les chats sentent le flow. Et c'était très net, hein. Quand j'écrivais que j'avais un chat chez moi, si je commençais à faire des jeux sur ordinateur, le chat était loin. Au moment où je me mettais dans le roman et que je commençais à écrire, le chat venait et se mettait quasiment sur mes genoux. Donc Pas le fou. chat, Vous voulez peut-être lire aussi. Hein. Ils sont pas fous, les animaux. Hein. c'est- Moi, j'ai une question de libraire, parce que j'ai lu votre livre avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on peut dire aussi que votre roman est un roman sur l'absence? oui, il est, enfin, sur l'absence et sur la La fictive. présence qui a l'air d'être absente. C'est ça. C'est ce monde invisible, il est peut-être pas absent, il est peut-être présent sans que nous y ayons vraiment accès.
Alors, sur votre couverture, il y a une question. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et si les femmes avaient vraiment accès à l'invisible, qu'est-ce que vous pensez? C'est vous qui avez choisi cette phrase et pourquoi? Et est-ce que vous pouvez répondre à cette phrase? Il a fallu à un moment donné choisir une phrase, enfin mettre une phrase parce que c'était la volonté de l'éditeur de le faire. Et j'ai eu des propositions de phrases. J'ai dit, ah stop, je vais venir, avec mon éditrice avec laquelle je m'entends très bien. Et je lui dis, écoute, on va prendre le temps, on va réfléchir, mais on va quand même trouver quelque chose qui soit pas non plus trop kitsch, etc., mais qui dise, et je voulais le mot invisible, parce que c'était finalement ce qui me ressortait de ce livre, c'est accès à l'invisible. Moi, j'aurais pu dire, si certaines personnes ont accès à l'invisible, le fait qu'elles soient des femmes, évidemment, ça me touche parce que je parle beaucoup de la condition féminine, de la transmission entre femmes dans mes livres. Mais je n'ai pas la prétention de dire que seules les femmes auraient accès à l'invisible, ou seules les femmes pourraient être des sorcières, ou seules les... Non, je pense que certaines personnes ont accès à l'invisible. Et ça, moi pas, manifestement, mais certaines personnes, oui, j'ai pu le constater, elles ont accès à l'invisible. Est-ce qu'on peut, qui est votre éditrice d'ailleurs chez Albin Michel? On peut la nommer ou pas? Oui, elle s'appelle Claire Delannoy. Voilà, il y a eu une question qui a été posée dans ce sens. Alors j'ai une question. Où écrivez-vous le mieux? C'est nos participants qui posent les questions là. Alors, ce serait peut-être pas où, mais comment. Le mieux, c'est allongé. Donc, j'ai longtemps écrit dans mon lit le soir. Et j'écris beaucoup allongé dans un canapé, sur mon canapé, dans le salon. D'accord. Alors, il y a une autre question aussi. Est-ce que vous recherchez... J'adore aussi écrire dans les cuisines. Ah. La cuisine est un lieu très inspirant. Donc, si je suis assise, j'aime bien être assise dans une cuisine. Cela dit, la cuisine est souvent un lieu de passage, donc très inspirant pour écouter, c'est vrai, je pense. Oui. Donc, vos recherches sur les sorcières vous ont-elles appris des choses que vous voudriez approfondir pour éventuellement un autre livre sous forme d'essai? Alors, elles m'ont appris des choses, mais je n'aurai jamais la prétention d'écrire un essai sur les sorcières. Je pense que d'autres personnes le feront beaucoup mieux que moi. J'avais lu pour l'écriture de ce livre un livre qui date des années 70, qui était sur, comment ça s'appelait, Barbara Ehrenreich, et qui sont deux Anglaises, deux Américaines qui ont fait une étude sur les soignants et les infirmières et les sages-femmes et les sorcières, et qui ont montré à quel point les femmes ont été dépossédées du don médical qu'elles avaient au départ, et que ça a été fait intentionnellement. Et ce livre était extrêmement intéressant. Et d'après ce que j'ai vu, il a été en grande partie repris dans certains essais actuels qui ont du succès en France. Donc, je pense que les gens font ça, enfin, d'autres font ça beaucoup mieux que moi, et je ne suis pas du tout un auteur d'essai. D'accord. Il y a quelqu'un qui rebondit sur le fait que vous avez dit que vous écriviez allongé, mais vous faites de façon manuscrite ou sur ordinateur directement? Sur ordinateur portable. Jamais avec un papier et un crayon? Jamais? Non, j'aimerais bien. Alors parfois, je prends des petits carnets, des petites notes en me disant cette fois-ci, je fais avec mon... Et j'écris quelques pages et puis après, non, je démarre sur il faudrait, parce que quelqu'un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Jessica Nelson, a Mais dit oui. qu'il fallait absolument écrire de façon manuscrite parce que tous nos auteurs contemporains, elle ne pourra pas rééditer la succession. Après, on n'aura pas de traces. C'est dommage. Alors, j'ai un seul livre que j'ai écrit de manière manuscrite. C'était un tout petit livre, c'était une commande pour Bayard Éditions et c'était dans une collection qui s'appelait Qui donc est Dieu? Et il demandait à des créateurs d'écrire c'est quoi Dieu pour vous? Pas facile comme question. Et donc en fait au départ j'ai pris un cahier et je me suis dit je vais voir. Et puis après je remanierai quand j'irai sur ordinateur. Et en fait ça s'est déroulé mais comme si ça s'écrivait comme ça. Et j'avais écrit Dieu est avec vous sous certaines conditions. Et là, j'ai entièrement le manuscrit puisque je l'ai écrit sur un cahier et je n'ai rien changé en passant à l'ordinateur. Gardez-le précieusement. Oui. Je ne sais déjà plus où il est, mais je devrais le retrouver. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous aviez beaucoup retravaillé sur ce roman. Est-ce que le temps d'écriture, c'était plus du plaisir ou c'était on ne va pas dire souffrance, il y avait une certaine douleur? Pourquoi vous avez beaucoup travaillé? Parce que ça ne vous plaisait pas ou il y avait quelque chose il y avait des contraintes? Il s'est passé quoi sur ce retravail? Dans la version polar, rien n'allait. Je crois que tout sonnait faux et que c'était pas le bon angle. Ça arrive, ça m'est arrivé une fois, c'est là, c'est dommage. Mais voilà, finalement, j'ai appris ça au moins que
on peut refaire entièrement un roman. Mais c'est vous qui vous en êtes aperçu ou c'est votre éditrice qui vous a dit il y a Alors, quelque chose qui va pas? les deux, les deux. C'est que j'en avais assez conscience et mon éditrice, en qui j'ai parfaitement confiance, m'a dit, écoute, il vaudrait mieux changer. Donc, bah, voilà. La phrase délicate et qui tue quelque part. Oui. Notre- Heureusement qu'elle est capable de le faire et de Oui, le oui, dire. oui, mais il faut, il faut. Quelle place accordez-vous au surnaturel, vous, personnellement? C'est difficile à dire. Je crois que depuis le décès de ma mère, ça va faire bientôt 1 an, j'accorde une plus grande place, en tous les cas, au fait que n'ayant pas envie de la laisser complètement partir, j'imagine une sorte de présence. Après, est-ce que cette présence est réelle ou est-ce qu'elle est ma volonté à moi de la faire vivre? Je crois qu'elle est beaucoup plus liée à moi et ma volonté parce que je sens bien qu'au fil des mois, elle est moins présente. Mais je pense que voilà, c'est cette place-là. Alors moi, je suis allée rechercher une citation dans votre livre, parce que quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, Tatiana de René, a dit que tous les auteurs étaient des menteurs. Vous, vous avez écrit, la sorcellerie n'est pas autre chose que ça, une image projetée avec une intention si forte qu'elle devient réalité. Les mots, lors des rituels, servent à ancrer les images, à leur donner corps. Est-ce que vous dites alors que les écrivains sont des sorciers? Alors, c'est la question, c'est-à-dire que est-ce que ce sont nos mots qui donnent corps à des situations ou est-ce que c'est notre manière d'être visionnaire qui va nous permettre de mettre en mots des visions? Je crois à la deuxième, voilà. Je crois en fait que, alors, les deux, c'est-à-dire que si, et ça m'est arrivé d'ailleurs, comme j'avais conscience que peut-être mes mots pouvaient induire quelque chose, j'ai fait parfois artificiellement dans certains de mes romans des happy end en me disant ça va me donner une vie plus heureuse. Mais c'est vrai qu'à force d'écrire des choses heureuses, forcément, je vais avoir un caractère plus heureux, donc je vais vivre des choses plus heureuses. Et je comprends tellement une Barbara Cartland, parce que vous connaissez peut-être pas la vie de Barbara Cartland, mais elle a eu une vie épouvantable. Mais vraiment, de deuil, elle a perdu un fils, et elle a décidé de s'habiller en rose et d'écrire que des choses roses. C'est une attitude volontariste, mais qui a sans doute réussi à la rendre heureuse, lui a donné du succès. Et donc finalement, les mots, oui, si on veut y croire, on peut leur donner une intention et alors créer une situation. Et vous, l'écriture, ça vous apporte du bonheur? Ça vous apporte quoi? Ça m'apporte du bonheur le jour où j'ai terminé. Et je me dis, ah, c'est très bien. Et c'est pour ça que je me dis, je devrais revenir à la nouvelle, parce que quand on écrit des nouvelles, on est content une fois par jour. Et quand on écrit des romans, on est content une fois par an. C'est surtout que, à contrario, ne pas écrire me plonge dans des abîmes de vacuité. Donc, c'est un peu comme la gymnastique, on n'a pas forcément envie de s'y mettre, mais on constate quand même qu'après une séance d'écriture, on se sent beaucoup mieux qu'après une séance de rien. Voilà. Parfait. En plus, alors, comme Laetitia a bien fait, a bien mené sa rencontre, vous avez répondu à pas mal de questions. Nous, on va faire un petit exercice de libraire et on va vous demander de participer. Stéphanie, est-ce que vous avez un conseil de livre de poche ou pas de poche, un livre que vous avez envie de conseiller aux gens qui nous écoutent? Alors, comme Laetitia tout à l'heure m'a parlé de livres de poche, j'ai pensé à un livre, le dernier livre de poche que j'ai lu, et je ne sais pas s'il est sorti déjà ou s'il va sortir, mais si, je crois qu'il est peut-être déjà sorti. Il est magnifique. Il s'appelle L'envol du moineau et il se passe à Salem, dans les environs de Salem, à l'époque des sorcières de Salem. Et évidemment, c'est l'histoire d'une femme que l'on va considérer comme une sorcière. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec mon propre, voilà. Mais elle va vivre une histoire très très rocambolesque, kidnappée par des Indiens. Euh, et ce qui était très intéressant, c'était arrivé à la fin. Je me dis quand même, la fin, j'aurais pas fait comme ça en tant que. Oui, sauf que c'est une histoire vraie. Et donc, c'est l'histoire d'une véritable personne qui a existé et qui a vécu cette incroyable épopée
de passer d'un milieu extrêmement puritain au milieu des Indiens, de la nature. Elle a été esclave chez les Indiens, mais elle a quand même découvert des tas de choses. Et puis quand elle est revenue, elle s'est plus ou moins libérée de son milieu. Enfin, vraiment magnifique. Voilà, l'envol du moine. Est-ce que vous pouvez donner le nom de l'éditeur pour 10-18 ans. 10-18, parfait. Et Laetitia, l'auteur s'appelle Amy Belding Brown. d'accord, super. Laetitia, Oui. c'est à toi. Tu as un C'est à- conseil, Poche? Tu as un conseil, Poche, à nous donner? C'était mon coup de cœur absolu d'il y a 2 ans, je crois, donc, dont la sortie poche vient d'arriver. Et c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui est pareil, est entre le polar, le roman d'initiation. C'est une héroïne, une jeune héroïne, une enfant presque, qui a une vie absolument atroce. Et on s'attache énormément à ce personnage. C'est mené d'une main de maître, c'est époustouflant. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer. C'est un formidable roman que je conseille vraiment à tous parce qu'on s'en sort grandi. Moi, j'ai choisi un roman aussi diabolique qui s'appelle Beau Ravage. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est de Christopher Bollen. C'est une histoire d'amitié terrible. En fait, c'est un New-Yorkais qui va rejoindre un copain à lui qui habite à Patmos, sur une île paradisiaque en Grèce. Mais il a des problèmes d'argent. Et lui, il a l'intention de faire un plan à son copain lui soutirant de l'argent. Sauf que l'autre va être beaucoup plus malin que lui et va lui proposer une association parce que lui, il loue des bateaux. Sauf que celui qui habite en Grèce va disparaître du jour au lendemain. Et là, ça va être une descente aux enfers. Mais c'est diabolique, c'est superbement écrit. Et il y a un suspense du début jusqu'à la fin. Ça s'appelle Beau Ravage et c'est chez Point. Voilà. Laetitia, avant que je fasse la conclusion et donne des rendez-vous et plein de petits messages, je vais te laisser le mot de la fin avec Stéphanie. Eh bien, Stéphanie, merci beaucoup. Bah, J'ai hâte de lire votre prochain roman. En attendant, vous pouvez vous procurer Le Réveil des sorcières, donc paru chez Albin Michel. Je vous le conseille, c'est une lecture qui va vous faire voyager dans Brocéliande et c'est magnifique. Vous apprendrez plein de choses sur les sorcières, mais pas que. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi, Stéphanie. Merci à vous, pardon. Oups. Voilà, on peut se tutoyer. Hein. Et puis, je viendrai vous voir à Issy-les-Moulineaux. Avec plaisir. Surtout si vous êtes chez Bayard, vous n'êtes pas loin. C'est vrai. Montrouge, Issy-les-Moulineaux, c'est pas si loin. Ça se fait vite. Moi, j'engage tous les gens qui nous ont écoutés à vous lire complètement, prendre tous vos livres, parce qu'il n'y a pas que Je suis ici qui est génial. Il faut découvrir l'écriture de Stéphanie, parce que je pense qu'elle n'est pas assez mise à l'honneur, et je pense que vous avez votre place dans le paysage littéraire français, et je pense qu'il faut aller lire absolument Stéphanie Janicot. Donc, Stéphanie Janicot, tout à fait. Voilà. Demain, moi, j'aurai la joie de recevoir à 19h Elisabeth Barillet pour son livre L'école du ciel chez Grasset. Mesdames, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Et à très vite.